Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Éthique dans la société et les médias. Nous allons ce soir échanger au sujet d'un colloque international qui a eu lieu durant cette semaine à l'Université de Strasbourg. Ce colloque a été organisé par l'UMR Dress, Unité mixte de recherche droit, religion, entreprise et société, par l'Université de Strasbourg et par le CNRS, Centre national de recherche scientifique. D'ailleurs, ce colloque a reçu le soutien financier du ministère de l'Intérieur. Ce colloque international de l'organisation du culte musulman en France dans une perspective comparative était dirigé par le responsable scientifique Francis Messner, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et professeur conventionné à l'Université de Strasbourg. Il faut savoir que l'organisation du culte musulman en France est articulée autour d'institutions faiblement hiérarchisées et caractérisées par une autonomie des unes par rapport aux autres. Donc il y a le CFCM et le CRCM, qui est une instance nationale de dialogue créée à l'initiative des pouvoirs publics en 2015. Il y a les fédérations, les représentations des mosquées locales, le Conseil théologique musulman de France, CTMF, les associations cultuelles nationales et la Fondation de l'Islam de France, FIF, pour les activités profanes. Alors, le colloque a été organisé en 3 parties. La première partie consistait à expliquer l'état actuel de l'organisation du culte musulman par rapport aux politiques publiques mises en œuvre, par rapport au cadre juridique prévu par le droit français pour l'organisation des cultes. En seconde partie était consacrée à évoquer l'organisation du culte musulman dans le droit musulman et les textes fondateurs dans une perspective comparative par rapport au culte catholique, protestant, juif et bouddhiste. Et la troisième partie était de voir les modes d'organisation des groupements musulmans dans un certain nombre de pays européens tels est l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche et l'Espagne, et dans les pays sociologiquement musulmans, la Turquie, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et l'Arabie saoudite. Donc, pour ne pas faire bien sûr un monologue durant toute l'émission, j'ai l'honneur d'accueillir à mes côtés Monsieur Shaban Kiper, chargé des relations publiques et membre du bureau du CRCM Alsace, qui était l'invité de ce colloque. Bienvenue, Monsieur Kiper. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons discuter et vous évoquer les idées principales qui en sont ressorties lors de ce colloque. Alors, lors de l'ouverture du colloque, vous savez très bien, Monsieur Kiper, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre et le président de la Fondation de l'Islam de France, a ressorti l'historique de la laïcité en parlant des lois Ferry, de la séparation de l'Église et de l'État, d'ailleurs la loi du 9 décembre 1905. C'est ce que je vais vous demander. Alors, comment la laïcité est perçue par les différentes communautés en France ? Alors, un petit rappel historique. Bonsoir, salam alaikum. Donc, un petit rappel historique par rapport à la laïcité. Effectivement, donc en décembre 1905, la loi sur la séparation de l'Église et l'État a été votée à l'Assemblée nationale. Et en premier lieu, parce que nous étions sur un régime concordataire en France de 1801, donc toute la France, et on passe à un régime de séparation des cultes à partir de 1905, sauf en Alsace-Moselle, sachant que l'Alsace-Moselle a été annexée par l'Allemagne à partir de 1870, ce qui fait que nous sommes toujours aujourd'hui en terre concordataire ou en droit local. Je pense que par la suite nous y reviendrons. Et concernant la laïcité, comment les communautés l'ont perçue, tout d'abord, je pense que l'Église catholique ne l'a pas acceptée dans un premier temps. Donc il y a eu une forme de résistance par rapport à la laïcité. Et souvent, dans nos mémoires collectives, il y a plusieurs éléments qu'on oublie par rapport à la laïcité. Il y avait une journaliste de Libération qui traite sur les questions de l'islam et qui avait écrit un article très intéressant. Alors, je peux me tromper sur le chiffre, mais je suis persuadé que c'est ou 9 ou 11.
La laïcité a été modifiée par décret à 9 reprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cultes qui étaient présents, à savoir l'Église catholique, protestante et les juifs qui habitaient en France, principalement le culte catholique et l'Église et le culte protestant, la laïcité a été modifiée à 9 reprises. C'est-à-dire à 9 reprises, on a modifié la laïcité systématiquement pour donner un pas supplémentaire au culte. C'est-à-dire qu'on avait de la résistance du côté de l'Église, du côté du Vatican, du côté des catholiques. Et systématiquement, on a fait un pas supplémentaire pour faciliter, pour fluidifier les relations entre l'État et l'Église catholique. Et alors que quand on regarde la laïcité de l'étranger, de l'Allemagne, de la Belgique ou de la Turquie, on a le sentiment qu'on est sur un système séculaire à 100%, qu'il y a une séparation, que l'Église catholique ne dialogue pas avec l'État, que l'État ne dialogue pas avec l'Église catholique, qu'il n'y a pas de contact entre les relations entre l'État et les cultes, alors que on est en France dans une lignée, ce que j'appelle un peu dans une laïcité qui dialogue. On l'a vu parce qu'il y a eu 9 décrets d'application par rapport à la laïcité, et 9 fois la laïcité a été modifiée dans l'intérêt d'avoir une relation pacifiée avec l'Église catholique. Et concernant l'Alsace-Moselle, aujourd'hui nous sommes sur un régime de droit local. Donc c'est ce régime de droit local. D'abord le concordat a eu lieu souvent, on l'ignore, mais c'est entre le Vatican et la France. Et c'est seulement sur des lois organiques par la suite où les protestants, donc les deux traditions religieuses, les luthériens et les réformés, et par la suite, si je ne me trompe pas la date exactement, en 1806, que le culte israélite a été mis dans ce fonctionnement-là. D'accord. Donc, dans la loi de 1905, le mot, d'après Jean-Pierre Chevènement qui l'a explicité, il avait dit que le mot laïque ne passe pas explicitement dans la loi, mais le concept, il existait déjà. Et donc, la religion, en fait, l'islam n'y figurait pas. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, Il n'y avait pas de l'islam n'était musulmans. pas, bien sûr, n'était pas présent dans ces terres nationales. Mais est-ce que la République, quand elle s'intéresse à organiser un culte, est-ce qu'elle est toujours neutre? Est-ce qu'elle pourrait toujours être neutre? Moi, j'y crois pas. Je pense pas qu'il y ait un État neutre, ça n'existait pas. Je veux dire, un État, un gouvernement, on fait de la politique pour prendre une position. Oui. Après, la position peut aller dans l'intérêt du culte en question ou peut être dans un sens contraire. C'est pas vrai. Par exemple, Napoléon a créé le consistoire israélite en France en 1806. Les conditions dans lesquelles il l'a créé, je veux dire, il a imposé. Il a dit voilà, on crée un consistoire, on organise ça de cette manière-là. Et c'est pareil par rapport au culte catholique aussi. Bah, je veux dire, le Concordat en est le plus bel exemple. Je veux dire, c'est Napoléon qui a fait un arrangement avec le Vatican en 1801. Donc je veux dire, la position de l'État n'est jamais neutre. D'autant plus elle est moins neutre que ce qu'on oublie, c'est qu'avec la laïcité en France, l'ensemble des cultes sont, y compris les cultes construits avant 1905, sont propriété ou de la commune, quand c'est des grands édifices comme la cathédrale de Strasbourg, la propriété, c'est l'État qui en est propriétaire. Mhm. Donc, je veux dire, et donc, à partir du moment où la commune, où l'État est propriétaire d'un lieu de culte, on est dans un État laïque, hein, Oui. dont l'État est propriétaire d'un édifice religieux. Souvent dans nos mémoires collectives, c'est des éléments on est prêt à critiquer souvent des États pour dire voilà, la laïcité n'est pas respectée, ou on a la séparation entre le pouvoir politique et le fait religieux n'est pas respecté. Donc on est sur l'idée même de la laïcité, c'est-à-dire dans le fond, elle n'est pas respectée, alors que en France, l'État est propre, je veux dire les communes, je veux dire, c'est quand même un représentant d'une collectivité territoriale, et la commune est propriétaire de l'Église. Et donc c'est à la charge de la commune de rénover, d'entretenir ce patrimoine cultuel.
La, la, la- là où il y a une simplicité, c'est dans notre région, en raison du droit local, c'est que le droit local permet notamment, non seulement la commune est propriétaire de l'édifice religieux, donc celles qui ont été construites avant 1905, et l'autre élément important, c'est que le prêtre ou le pasteur ou le rabbin est directement salarié de l'État. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'État met à disposition 58 millions d'euros, un peu plus de 1 millier, 1300 personnes sont salariées en Alsace-Moselle. Si je ne me trompe pas dans les chiffres, c'est à peu près euh, 800-900 personnes pour l'Église catholique, environ 300, un peu plus je crois, 400-500 pour l'Église protestante et 300-350 personnes pour le culte, non pas 350, je crois que c'est 60 ou 70 personnes pour le culte israélite. Il y a à peu près 1300 ou 1400 salariés et donc 58 millions d'euros, c'est énorme. On dit souvent que c'est les frais de charge de l'Opéra de Paris. Ça coûte 58. Ces 58 millions d'euros sont payés avec le contribuable, c'est-à-dire français, c'est-à-dire c'est toi, c'est moi, c'est nous tous qui contribuons justement à faire vivre ce droit local financièrement aujourd'hui en Alsace-Moselle. D'accord. Mais sinon, en France, quand on parle de la laïcité, elle est, me semble-t-il, elle est mal perçue dans le sens, il y a une mauvaise perception de la laïcité. On y croit vraiment que la laïcité, c'est vraiment la séparation totale euh, de l'Église et de l'État, de la religion de l'État, et que qu'aucune personne qui travaille, qui est dans l'ordre public, administratif ou dans l'État, ne pourrait appartenir à une confession. Donc, il faut vraiment faire la part des choses de la laïcité qui est, à mon avis, qui est pas très bien perçue en France. Et d'ailleurs, il y a l'exemple de la Turquie qui présente une laïcité totalement différente de celle de la France. Alors, comme je l'ai dit, j'ai dit on est vraiment dans une laïcité en France qui dialogue. Et cette laïcité qui dialogue, par exemple à Strasbourg, au printemps dernier, le diocèse alsacien a eu un nouvel archevêque. Et en raison de ce droit local, donc du concordat qui est appliqué, le Vatican propose un archevêque. Et cet archevêque est présent, et donc la proposition est faite au président de la République, dont le président de la République signe, donc nomme par décret d'application, si je ne me trompe pas, l'archevêque de Strasbourg. Donc on voit bien qu'il y a une relation, c'est-à-dire qu'il c'est pas quelque chose qui est opaque, où il n'y a pas de contact entre le fait religieux et l'État. Ça, c'est pas vrai. La preuve, je vais donner l'exemple en disant que les églises sont propriétaires, que l'ensemble, c'est pas seulement en Alsace-Moselle, c'est-à-dire qu'en France de l'intérieur, l'ensemble des églises, les petites églises, c'est les communes qui sont propriétaires de ces églises-là. Donc je veux dire, forcément, il y a une relation. Donc pour rénover ces églises-là, forcément, les communes préparent des délibérations, les font voter, les mettent dans leur budget annuel donc de la gestion municipale. Donc ça veut dire qu'il y a forcément une relation avec le diocèse, avec la communauté protestante ou avec la communauté juive qui existe. Forcément, il y a des contacts. Sauf que nous, en tant que musulmans, moi en tant que franco-turc de confession musulmane, on a un regard un peu critique. Pour quelle raison? C'est que la loi du 15 mars 2004 la loi sur Burqa 2010. sur la burqa en 2010, je veux dire à un moment donné, même si la loi dite de 2015 sur la laïcité, je veux dire c'était les musulmans qui étaient les plus frappés et on l'a fait justement, pour moi c'est une loi liberticide et on l'a fait pour que les filles qui portaient le voile ne puissent pas aller à l'enseignement, notamment secondaire, au collège ou au lycée. Donc forcément, des fois, en fonction du gouvernement, en fonction de la coloration politique, on a des fois une laïcité très draconienne, une laïcité très dure, et je dirais avec un langage extrémiste. On a aussi des élus, je veux dire, qui existent à Strasbourg, qu'ils soient de droite ou de gauche, Mhm. qui sont des vrais élus laïcards. Ils ont une vraie vision de la laïcité avec un regard très dogmatique. Et je leur demande à toutes ces personnes-là, qu'ils soient à droite ou à de gauche, d'avoir un regard un peu historique sur les événements, comment la religion, comment l'État gère ses rapports avec les religions, de regarder le droit religion justement en Alsace-Moselle et en France de l'intérieur,
comment ces évolutions-là ont eu lieu dans notre société, je pense ils ont... Mais le problème, c'est qu'ils ont une laïcité à géométrie variable. Le problème, il est là. C'est-à-dire, quand il s'agit des musulmans, ils savent taper, ils savent faire du matraquage médiatique, mais quand il s'agit des autres cultes, ils ne s'expriment pas. Et c'est pour ça que, ils ont un regard idéologique à l'égard de l'islam. C'est malheureux, mais c'est aussi notre réalité. D'accord, je vous remercie. Euh, une question aussi. Jean-Pierre Chevènement avait dit aussi qu'en 2015, ils ont créé bien sûr le CFCM pour pouvoir organiser le culte musulman en France. Et il avait aussi dit qu'en 99, quand il était ministre de l'Intérieur chargé des cultes, il avait amorcé l'organisation de l'Islam de France avec l'Istichara, la consultation, et par après, ils sont venus à créer le CFCM. D'après vous, quelle est la place réelle du CFCM en France et quel est son impact envers les musulmans? Alors, avant de passer au CFCM, si tu permets, j'aimerais juste m'exprimer sur sur la fondation des œuvres de l'islam. Sur la D'accord. fondation de l'islam. Je crois que le mot œuvre n'existe plus. Fondation De l'islam. Alors qu'il y a un objectif tout à fait culturel, de donner des bourses, d'organiser des colloques, comme celui que nous venons d'y participer, ou dont l'objectif, comme tu l'as très bien dit justement, a un objectif tout à fait profane. Sauf qu'à un moment donné, moi je me pose la question, je me dis, une fondation dont son nom, l'autre mot est islam, alors que c'est une fondation qui a un objectif culturel, je me dis pourquoi on ne l'a pas appelée Fondation pour les activités culturelles musulmanes? Mhm. Pourquoi on a mis le mot islam? D'autant plus qu'à la tête de cette fondation-là, il a très bien expliqué le fonctionnement, nous avons un nom musulman. C'est vrai que concernant le CFCM, c'est le culte musulman qui est représenté, donc c'est les associations cultuelles de France avec des élections. Donc ils ont des représentants au mètre carré de leur lieu de culte. Et avec des scrutins de liste, il y a une élection tout à fait démocratique qui a eu lieu. Mais concernant la fondation de l'islam, moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème que, concernant les affaires liées à ma religion, même si elles sont non profanes, parce qu'elles sont étroitement liées, que ce soit quelqu'un, même s'il a une expérience, il a été ministre de l'Intérieur, il a été maire de Belfort, il a participé à la création du CFCM historiquement, même si ce n'est pas lui qui l'a finalisé, c'est Sarkozy qui l'a finalisé en 2003. Moi, ça me pose un problème. Pourquoi on ne laisse pas cette responsabilité entièrement, par exemple, au CFCM, au conseil d'administration du CFCM, au bureau du CFCM? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette matière intellectuelle ou cette matière grise à l'intérieur de la communauté nationale des musulmans vivant en France qui peuvent gérer cette fondation? Moi, ça me pose un problème de fond. D'ailleurs, je vous coupe, le professeur Franck Frégosi avait dit qu'en fait, que les musulmans sont loin de l'autogouvernement. Apparemment, les musulmans n'arrivent pas à s'autogouverner et donc ils ont besoin d'être gouvernés par d'autres institutions. D'ailleurs, c'est pour ça que ce n'est pas un musulman qui est Écoutez, à la présidence du CFCM. je ne sais pas dans quel cadre il a dit ses propos, mais pour moi, lors du colloque, mais je veux dire, dans quel débat? Parce que je n'étais pas présent sur l'ensemble de la journée, mais ce que j'aimerais dire, je veux dire, ces propos-là, j'y adhère pas du tout. Je dirais que même que c'est des propos qui ont un peu un regard un peu post-colonialiste. Je veux dire, pourquoi on peut s'autosuffire à nous-mêmes? Il est où le problème? Ben, la preuve, le CFCM, je veux dire, ce sont bien des musulmans qui le gèrent. C'est une structure qui représente le culte musulman, qui est là pour défendre les intérêts du culte musulman, pour la représenter. Elle manque de moyens, mais après, c'est une institution qui est jeune. Elle a été créée en 2013, nous sommes en 2017. Aujourd'hui, elle existe depuis, on va dire, 14 ans, depuis 13-14 ans. Il y a eu, donc, depuis le pacte de 2012, des élections en 2013. On est sur une présidence tournante. Aujourd'hui, la présidence du CFCM est gérée par une personne qui est originaire de Turquie, qui est d'origine turque, et gérée par la présidence par le représentant de Diyanet en France. Et avant, c'était le RMF. Avant, c'était la mosquée de Paris, donc de sensibilité algérienne. Le RMF est de sensibilité du Royaume du Maroc. Et aujourd'hui, c'est une sensibilité turque. Je veux dire, ça fonctionne. Elle peut mieux fonctionner. C'est vrai que, mais c'est l'éternel débat. C'est la question des moyens, d'une part. Et après, c'est aussi l'éternel débat sur la culture à avoir en tant que communauté musulmane, en tant que fédération, qui sont les têtes de pont aujourd'hui de l'islam en France. De quelle manière on peut générer une culture de travail, une synergie commune sur des projets communs.
Notamment, ça peut être l'aumône, notamment, ça peut être les repas de rupture de jeûne, ça peut être l'organisation du pèlerinage, ça peut être l'organisation de débats, ça peut être tout ce qui est la création par rapport au cimetière musulman, ça peut être tous les débats qu'il y a autour de la construction des lieux de culte, la formation des imams, la viande halal. Je veux dire, le chantier est vaste, il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut qu'on arrive à créer une culture commune, une synergie commune, de façon que nous puissions travailler ensemble. Et c'est là où il y a un débat. C'est-à-dire que les fédérations aujourd'hui qui gèrent les CFCM, le CFCM ou les CRCM, souvent chacun prêche pour sa propre paroisse et on n'arrive pas à créer une dynamique commune. Mais je pense que ça viendra, c'est une question de génération aussi. Ma génération à moi a plus de facilité à travailler ensemble. La première génération, on est plus sur des querelles intestines et sur des luttes de pouvoir. Mais ça existe partout, c'est comme ça existe sur le culte catholique, comme ça existe chez les protestants et comme ça existe aussi chez les juifs. Je veux dire, c'est pas un problème qui est propre à l'islam. D'accord. Mais ma question serait aussi, si actuellement le CFCM il n'arrive pas à avancer, c'est la faute de ses représentants ou vraiment de l'État qui ne veut pas aider à la population musulmane? En fait, comme nous sommes, tu l'as très justement dit, nous sommes dans un État séculier où il y a une laïcité. Donc l'État, il faut le dire aussi, c'est que l'islam avance le plus dans les localités. C'est-à-dire, à partir du moment, c'est pas le CFCM qui va résoudre le problème hocus pocus avec une baguette magique. C'est les lieux de culte qui sont dans les villes. C'est-à-dire, c'est la mosquée de Strasbourg, c'est la mosquée Ibn Sultan, c'est la mosquée Yunus Emre de Ditib. C'est eux qui vont essayer de résoudre les problèmes dans leur localité. Et à partir du moment, donc, on est sur des relations bilatérales avec les collectivités territoriales, et c'est là qu'on avance le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de halal dans une cantine scolaire, il y a un problème de lieu de culte, il y a un problème de cimetière, il y a un problème de formation des cadres religieux, mais c'est dans la localité. C'est vrai que le CFCM, nous sommes dans un pays national, donc il faut une instance qui représente tous ces lieux de culte au niveau national, qui est le CFCM. Il a aussi des chantiers sur lesquels il doit s'y intéresser. Après, il y a des municipalités, il y a des collectivités territoriales qui aident, qui ont compris qu'il fallait travailler avec la communauté musulmane et leurs représentants, ça se passe bien. Il y a d'autres collectivités territoriales et d'autres municipalités, des fois qui sont à droite, qui sont à gauche, etc., et qui ne veulent pas travailler avec la communauté musulmane et qui bloquent les dossiers. On a connu ça à Strasbourg une période, on connaît ça aussi dans d'autres villes, dans d'autres régions de France, et au niveau de la France, sur le plan national, c'est le bureau central des cultes. Donc il y a des chargés de mission qui sont en charge des relations avec l'islam. Et il y a au ministère des Affaires étrangères un chargé des relations avec l'islam. Et ces questions-là sont traitées avec ces personnes-là. D'accord. Et durant le colloque, en fait, il y a eu des interventions faites au sujet des aumôniers en France. Donc, comment s'organisent dans les cultes, comment s'organisent ces aumôniers dans ces cultes-là pour désigner les aumôniers et dans quel domaine sont-ils actifs? Alors, en France, nous avons 3 aumôneries. 3 aumôneries. Donc, on a l'aumônerie militaire. Et si je ne me trompe pas, au niveau national, il y a quasiment une quarantaine d'aumôniers militaires musulmans. Donc, il y a des référents régionaux et départementaux. Et il y a bien évidemment un aumônier national en charge de ses relations avec l'armée, qui est le patron de l'aumônerie musulmane militaire. Et il y a aussi un aumônier national des hôpitaux de France, donc qui gère l'aumônerie, la relation entre l'aumônerie et les hôpitaux. Et il y a aussi un aumônier national concernant les maisons pénitentiaires, donc c'est-à-dire les prisons. Donc les musulmans sont dans trois secteurs. Il y a aussi une critique que j'aimerais faire sur l'aumônerie. Après, c'est une réalité. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. En France, nous le savons, en raison de l'histoire coloniale de la France, il y a une présence très importante, surtout en raison d'une vague d'immigration maghrébine, à savoir marocaine et algérienne, mais plutôt algérienne dans un premier temps, et après marocaine dans un second temps. Mais il y a aussi une immigration turque. Et quand on regarde bien l'aumônerie, que ce soit au niveau militaire, il y a un aumônier d'origine turque. Quand on regarde le milieu hospitalier, il n'y en a pas. Quand on regarde au niveau des maisons pénitentiaires, il n'y en a pas. Je vous parle des aumôniers salariés qui font ça d'une manière professionnelle. Après, des bénévoles, forcément, il y en a. Mais c'est pas normal. C'est-à-dire que quand on regarde, on dirait que l'aumônerie correspond... D'accord,
je veux bien comprendre que les personnes d'origine maghrébine, les originaires du Maghreb, sont majoritaires. Nous sommes tous frères. Sur ça, il n'y a pas de débat. Mais je pense que sur cette question-là, il devrait un peu plus s'ouvrir sur l'immigration turque, sur les personnes d'origine turque vivant en France, parce qu'ils ont aussi une certaine compétence et ils sont aussi représentatifs d'une sensibilité de l'islam en France. Donc malheureusement, il n'y a pas assez d'aumôniers d'origine turque. Il y a énormément de personnes qui sont compétentes, qui ont un baccalauréat et qui ont fait des études de théologie en Turquie, et qui sont des théologiens, des prédicatrices, des prédicateurs, qui pourraient travailler dans ces domaines-là. Oui, à la condition quand même de faire un DU à l'université, je Je trouve que c'est suppose. très bien. Oui. C'est très bien, je veux Mm. dire, c'est normal. Parce qu'ils ont leur salaire de l'État. Donc à partir du moment quand tu es fonctionnaire d'une collectivité ou d'un organisme public, c'est normal que tu puisses passer ton DU et que tu puisses avoir cette session de formation qui dure 6 mois. C'est plus de l'instruction civique à la Exact. laïcité. Mais Oui. je trouve que c'est très bien. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant d'ailleurs. Et ces aumôniers, ils sont rémunérés par le CFCM ou la fédération, la Fondation Islam de France? Non, en fait, ils sont directement. Par exemple, nous avons, suite à les attentats de Charlie Hebdo, donc il y a l'instance de dialogue qui s'est créée au niveau national. Et l'instance de dialogue, suite à cette réunion-là, et je salue ici le préfet du Bas-Rhin et d'Alsace, l'ancien préfet qui était monsieur Stéphane Bouillon, et lors d'une réunion de l'instance de dialogue, euh, il a convié à la réunion le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et le directeur lui a dit, écoutez, nous avons 12 000 salariés. Il a dit, je n'ai pas les moyens de créer un poste d'aumônerie musulmane. Et le préfet l'a repris, il lui a dit, comment ça? Vous avez 12 000 salariés? Il a dit, vous n'arrivez pas à créer un poste? Il a dit, j'en fais mon affaire personnelle. Il a dit, je mettrai tous les moyens nécessaires pour créer cette... Et grâce à la pression, on va dire, ou la décision du préfet, ce poste d'aumônerie musulmane a été créé et aujourd'hui Mohamed Lataï est aumônier donc aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, donc est salarié de l'hôpital. Donc c'est pas le CFCM qui salarie, mais les aumôniers sont directement salariés des organismes pour lesquels ils sont aumôniers. C'est-à-dire que si c'est l'hôpital, c'est C'est un la autre. prison. Voilà, C'est c'est la la prison. prison, je pense que c'est le ministère de la Justice par l'intermédiaire des maisons d'arrêt ou d'autres maisons pénitentiaires. Donc chacun est salarié dans l'organisme dans lequel il est aumônier. Mais c'est l'organisme qui fait la demande. Non, en fait, c'est les aumôniers nationaux qui D'accord. nomment les aumôniers nationaux musulmans qui nomment leurs propres aumôneries en fonction de leur responsabilité commune. C'est-à-dire, si c'est l'hôpital, les maisons pénitentiaires, la maison pénitentiaire, l'armée, c'est l'armée. Donc chacun nomme. Mais je crois qu'il y a un accord mutuel avec le président du CFCM. Quand l'aumônier national doit nommer quelqu'un, je pense qu'il se consulte avec le CFCM, mais le dernier mot ne revient pas au CFCM. Je pense que c'est l'aumônier qui est compétent dans ce domaine-là. D'accord, il a une liberté. Voilà. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure que, bah, ma question d'ailleurs, vous me l'avez, je vais devoir la supprimer. C'était en fait de vous demander s'il y avait des ministres des cultes recevant une rémunération par l'État en France. Vous l'avez Oui, en dit, en Alsace-Moselle, Alsace-Moselle. pour les 3 cultes reconnus, et les aumôniers, bon, on ne peut pas appeler ça les ministres du culte, mais pour les aumôniers aussi musulmans au niveau national. D'accord. Et donc, que dans les départements concordataires et autre part, on ne peut rémunérer salariés des ministres de culte. Mais comment, vous savez, dans le colloque, Monsieur Francis Messner avait parlé de l'organisation des cultes. Comment elle devait s'organiser par rapport à la loi 1901 et 1905. Est-ce que c'est possible de nous éclairer sur ce sujet-là? En fait, en France de l'intérieur, vous devez créer une association spécifiquement cultuelle ou une association spécifiquement culturelle. Sauf que ici, on est sur la loi de 1908, en Mhm. Alsace-Moselle. Donc l'association que vous créez ici, elle est de droit culturel, il l'a expliqué, et culturel. Donc c'est-à-dire que dans vos associations, vous pouvez avoir une association culturelle et culturelle dans le même objet. Sauf qu'en France de l'intérieur, vous êtes obligé de séparer les deux en raison de cette loi de 1901 et celle de 1905. Elle n'est pas appliquée ici Mhm. sur le plan des associations. Après, il y a un autre élément sur lequel j'aimerais aussi rebondir. Par exemple, aujourd'hui, sur la terminologie religieuse. En France, aujourd'hui, le mot
islamisme, c'est un mot qu'on ne peut plus utiliser. Exact. On parle de catholicisme, on parle de protestantisme, mais on ne peut pas utiliser le mot islamisme. Alors que quand on regarde les archives, notamment les anciens journaux, l'illustration, le petit journal, lorsqu'on parle de l'islam, on parle de l'islamisme. Ou des fois, on parlait de la religion de Mohamedan dans certains articles. Mais c'est souvent l'islamisme. Ce mot, on ne peut plus l'utiliser. Aujourd'hui, en raison de la guerre qui est proclamée contre Daesh, par exemple, on a un site internet qui s'appelle djihadisme.gouv.fr. Moi, ça me choque. Je veux dire, ça me touche dans ma dignité. Qu'on dit que, voilà, contre les extrémismes.gouv.fr, je peux comprendre. Mais lorsqu'on met djihadisme, le mot djihad est un mot sacré pour nous en tant que musulmans. Il est utilisé plus d'une centaine de fois dans le Coran. Mais le fait qu'on fasse djihadisme.gouv.fr, on est sur un hold-up des idées, et je trouve que on devrait changer ce mot-là. Qu'on fasse un combat contre Daesh, certes c'est légitime, c'est nécessaire. Qu'on fasse un combat contre le radicalisme, c'est une nécessité, c'est nécessaire. Mais qu'on appelle un site internet djihadisme, je ne suis pas d'accord. On peut l'appeler différemment. Je veux dire, on peut faire le même combat en l'appelant différemment. C'est tout. Et je pense qu'on est sur une crise identitaire. Regardez, comment se fait-il qu'en France, le nombre de jeunes qui sont partis en Syrie, on retrouve très peu de jeunes, quasiment pas, des originaires de Turquie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans la langue... Parce que qu'est-ce qu'on veut dire par l'islam de France? C'est quoi le débat? On parlait de l'organisation du culte musulman, mais on a aussi parlé de l'islam de France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur ce sentiment-là. L'islam de France est synonyme, est égal à islam dénudé de toute tradition religieuse, culturelle du pays d'origine. Non, moi je suis père de famille, je suis le papa de 3 enfants. Mes enfants apprennent l'islam à travers la langue turque et ça se passe très bien. Ils sont complètement bilingues, ils maîtrisent la langue française et ils maîtrisent la langue turque. C'est-à-dire que ce n'est pas une langue au détriment de l'autre. Moi je pense que maîtriser la langue turque et apprendre l'islam à travers la langue turque, et également parler de l'islam à travers la langue française est une nécessité, ok, on peut le faire. Et je pense que les deux peuvent cohabiter ensemble. C'est pas islam de France au détriment des langues d'origine. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que nous, les musulmans originaires de Turquie, même ceux du Maghreb, nos rituels de pratiques religieuses ne sont pas les mêmes. À un moment donné, nous sommes hanifites et, d'accord, nous sommes les Maghrébins et nous-mêmes, nous sommes sunnites, nous sommes hanifites et maturidis. Eux, ils sont malikites et sharia. Nos rituels de pratiques religieuses ne sont pas les mêmes. On n'a pas un débat théologique sur nos pratiques religieuses, certes, et même sur beaucoup de sujets. On n'a pas de clivage théologique, mais nos pratiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans toutes les mosquées turques, gérées par des personnes d'origine turque qui vivent en France, il y a un espace pour le muezzin. Peut-être c'est un petit détail, mais un petit... Par exemple, après les prières ou les louanges surérogatoires autour du chapelet, les personnes d'origine turque le font. Dans les mosquées maghrébines, ce n'est pas du tout fait. Alors que les personnes d'origine turque le font parce que ça a été codifié pendant l'Empire ottoman. Et on continue cette tradition. Pourquoi changer de tradition et de pratique religieuse alors que ça fonctionne très bien? Ce que j'essaie de dire par là, il y avait Olivier Roy qui avait écrit un article très intéressant sur ce sujet-là. Pourquoi les Turcs ont été épargnés de Daesh? Parce que justement, dans notre pratique religieuse, la manière dont on a appris l'islam à nos enfants là, et la manière dont c'est codifié et c'est instruit dans nos lieux de culte, et toute sensibilité confondue, que ce soit Diyanet, DİTİB, ou que ce soit la communauté islamique du Milli Görüş, que ce soit les centres culturels turcs de Süleyman Efendi, ou que ce soit même Semerkant, Menzil, la Tarikat, tous, je veux dire, nos jeunes ont été épargnés. Parce que dans l'apprentissage de l'islam, à travers la langue turque, forcément dans la langue, même si c'est un effet culturel, dans le culturel, il y a des éléments religieux. Et je pense que ça a donné à nos enfants, ça a donné le fait qu'ils ne sont pas en recherche, en quête d'identité. Ils sont en paix et en phase avec leur propre réalité sociologique et culturelle. Et ça, c'est un élément très important. Alors que dans tout le tapage médiatique qu'on a par rapport à l'islam de France, on a le sentiment qu'on essaye de nous enlever quelque chose. On essaie de nous arracher quelque chose. Ouais, d'ailleurs, je vous coupe la parole. Le sénateur Monsieur André Reichardt avait dit qu'en fait, pourquoi ils veulent instaurer l'islam de France? Parce qu'il y a des imams qui viennent des pays étrangers, tels est l'Algérie ou bien le Maroc ou la Turquie. Et ils viennent ici en France pour
pour faire de la prédication, mais comme ils n'ont pas rencontré de catholiques, de juifs, etc., ils n'arrivent pas à se comporter correctement en face d'eux, ils n'arrivent pas à parler et ils sont là à rejeter les autres religions et c'est pour cela qu'ils veulent faire un islam de France. D'après son rapport, voilà, c'est vrai qu'il avait fait un rapport sur le djihadisme en tant que sénateur, si je ne me trompe pas, ou pour le Sénat. Il y a un élément très important. Je vais vous donner plusieurs exemples. Aujourd'hui en France, nous avons 15 000 prêtres. Sur les 15 000 prêtres, il y en a 1700 qui viennent de l'étranger, dont 1 millier qui viennent de l'Afrique noire. Est-ce qu'il y a un débat en France en disant que l'Église catholique est récupérée par les Africains? Il n'y a pas de débat. Non. Voilà. Il y a 1700, vous imaginez, Madame Bayrak, il y a 1700 prêtres qui viennent de l'étranger, dont 1 millier qui viennent de l'Afrique noire. Je veux dire, c'est un chiffre très important. Concernant, à un moment donné, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, les prêtres protestants étaient financés par le Danemark. Je crois qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire en raison d'un cadre juridique législatif qui a évolué. Mais à une période donnée, ils étaient financés par le Danemark. À Strasbourg, nous avons une église orthodoxe russe. Nous avons une église orthodoxe roumaine. Moi, je discute avec ces personnes, avec leurs responsables. Ils me disent, écoutez, une partie de notre culte a lieu en roumain. Et une autre partie, je pense que c'est la langue liturgique par rapport au texte sacré. Je pense que ça doit être des phrases en latin, si je ne me trompe pas, y compris pour les Russes. Je veux dire, ils le disent aussi, une partie aussi en langue russe. Nous avons des Polonais à Strasbourg. Ils ont une église qu'ils occupent près de la gare. Leur culte est aussi célébré en langue polonaise. Est-ce qu'il y a un débat sur ces questions-là? Non, pas du tout. Nous avons des Africains énormément dans les églises évangéliques. Ils le font aussi dans leur langue d'origine. Pourquoi, quand il s'agit de l'islam, on essaie systématiquement, avec un tapage médiatique, de dire, écoutez, il faut que les imams parlent la langue française. Et moi, je leur dis, écoutez, les imams, ils parlent la langue de l'islam, elle est universelle. Ils parlent la langue en fonction de la communauté de fidèles qu'ils ont en face d'eux. Si la communauté de fidèles est d'origine turque, qui s'exprime en langue turque. Si la communauté de fidèles qui est en face d'eux, elle est complètement francophone, qui s'exprime en langue française. Et je trouve qu'à un moment donné, d'avoir systématiquement un débat sur cette question-là, ça offense la communauté musulmane et ça la touche dans sa dignité, premièrement. L'autre élément important, il y a 2300 lieux de culte en France. Il y a 150, avec un accord cadre entre la France et la Turquie, 151 imams qui viennent de Turquie. Environ 120 imams qui viennent d'Algérie et 80 imams qui viennent du Maroc. Lorsqu'on cumule ces les imams venant de Turquie, du Maroc et d'Algérie, on arrive grosso modo à 300 imams. Il y a 2300 lieux de culte. Donc on est complètement sur un débat qui est faussé et qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire qu'il y a 2300 lieux de culte. Tous ces imams-là, au total, lorsqu'on les additionne, ça fait à peu près 300 ou 350 imams, alors qu'il y a en France 1950 mosquées d'imams qui ne viennent pas de l'étranger, d'accord? Et qui s'expriment en langue française. Et je pense que ceux qui disent ça, notamment les élus, parce que les personnes qui maîtrisent ces questions-là, notamment M. Messner ou M. Frégosi, qui suivent ces questions-là depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, sont en phase avec la réalité du monde musulman en France. Mais les élus politiques, qu'ils soient à droite ou à gauche, d'accord, ou même macronistes ou en marche, je leur demande de se mettre en phase avec la réalité du terrain. Et je dirais qu'il y a beaucoup plus d'imams qui parlent en langue française et qui prêchent en langue française et qui s'expriment en langue française dans les lieux de culte musulmans en France, plus que ce qu'ils s'imaginent. Il y a un nombre très important. On a le sentiment que systématiquement, on parle d'une langue étrangère dans ces lieux de culte. Il y a une réalité, mais je veux dire, moi, je suis un franco-turc. Pour moi, ma culture d'origine, je veux dire, ma langue d'origine, elle est importante. C'est ma relation avec ma mère, c'est ma relation avec mon père, c'est ma relation avec mon pays d'origine. Et dans ma relation avec mon pays d'origine, il y a des éléments culturels, il y a des éléments religieux, il y a des éléments de fête, il y a des éléments... Il y a tout. Donc tout ça, ça fait mon identité. Ça fait ce que je suis aujourd'hui. Donc je souhaite le préserver. Et je pense que c'est mon droit le plus intime. Exact. Je vous remercie, Monsieur Kipper, pour votre intervention. Et si vous avez d'autres choses à ajouter, je vous laisse un petit temps encore, 1 minute, 2 minutes, si vous voulez ajouter. Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. C'est vrai que c'était un colloque de qualité. L'Université de Strasbourg l'organise, c'est sa 3e édition, si je ne me trompe pas. C'est la 3e édition qu'ils le font. Oui, l'an dernier, il y avait le colloque sur le statut des imams. D'ailleurs, la charte qui a été éditée, et je ne sais pas
Elle n'est pas encore en Il y a vigueur. encore un débat. Encore un débat. Il y a encore un débat, sûr, voilà. c'est pas encore sûr, il y a encore un débat au sein du CFCM. En tout cas, je tiens à vous remercier et je tiens également à saluer tous les téléspectateurs de France Média TV qui nous écoutent sur leurs écrans aujourd'hui. Et donc voilà, un grand merci de votre invitation et je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup, Monsieur Kipper. Alors, avant de clôturer l'émission, je voudrais juste vous informer au sujet de 2 nouvelles formations qui ont été créées par l'Université de Strasbourg, 2 formations, l'une sur le diplôme d'université européen, DU, connaissances et pratiques de l'interreligieux, et le deuxième diplôme de master européen, interreligieux et société. C'est un projet qui est réalisé avec 3 pays, bon, la France, l'Allemagne et la Suisse. Donc si vous êtes intéressé, voici le flyer, si vous arrivez à visualiser. Voilà. Donc je tiens à remercier Monsieur Kipper, à remercier d'avoir participé à notre émission et vous remercie, vous, chers téléspectateurs, d'avoir accordé du temps à nos côtés. Et vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 19h30, en espérant vous retrouver dans notre émission. Que la paix soit sur vous.